Good afternoon and welcome to today's webinar, Roots of Resilience, how the Common Agricultural Policy, the Farm to Fork Strategy and land policies can support an agroecological transition in Europe. Thank you so much everyone for joining us today. My name is Delfina Ortega Espes and I'm delighted to welcome you today and facilitate this webinar. In just a moment, I'll introduce you to our great speakers, but first I would like to run through a few housekeeping and technological points. Our speakers and myself will be speaking first in English and then in French. And I am very pleased to say that you can listen to this webinar in French, Spanish, or English, thanks to our wonderful team of interpreters. So first of all, I would like to give a really huge thanks to all of them. I would like to thank Stephen and Alicia in the English booth, Venna and Laura interpreting into French, as well as Melina and Patricia who are interpreting into Spanish. And to remind everyone, and most especially myself, because I know I can speak very fast, please try and speak very slowly and clearly so that they can interpret us all for the benefits of this webinar and of all of us. So for interpretation, you can see the button for interpretation channels in the bottom right corner of your screen beside the participants button. You may choose between English, French, and Spanish. You can turn interpretation on and off, and you can choose to mute and unmute the original audio if you have any trouble hearing. Please also feel free to shout in the Q&A if you are having any technical issue. Donc, vous pouvez voir le bouton des canaux d'interprétation en bas à droite de votre écran, à côté du bouton participant. Vous pouvez choisir entre l'anglais, le français et l'espagnol. Vous pouvez activer et désactiver l'interprétation et vous pouvez choisir de couper et réactiver le son original si vous avez des problèmes pour écouter. N'hésitez pas non plus à demander de l'aide dans la section des questions-réponses si vous avez des problèmes techniques. El botón de los canales de interpretación se encuentra abajo a la derecha de la pantalla, al lado del botón participantes. Pueden activar y desactivar la interpretación y pueden elegir silenciar y reactivar el audio original si tienen algún problema para escuchar. Si tienen algún problema técnico, no duden en pedir ayuda en la sección de preguntas y respuestas. Now, for the format of the day, I'm going to briefly introduce our panelists as well as the policy report we are launching today as Neleni Europe and Central Asia. It is titled Roots of Resilience, Land Policy for an Agroecological Transition in Europe. Then we will move on to our panelists themselves. We will give them the opportunity to briefly introduce themselves, but mostly we are going to keep the format very conversational. So I'll be asking questions to each of the panelists about the challenges and the opportunities for an agroecological transition in Europe and the central role that land plays in this transition. I also want to let you know that while I've got some of my own questions, we also really welcome your questions. So throughout the session, you can use the Q&A button at the bottom of your screen, next to the participants button, to share your questions for the panelists. We will turn to this in the last part of the webinar, but please don't hold back, post them as you think of them. And on that note, let me introduce to you and thank Jocelyn Parot from Urgency, who will be supervising the interpretation and technical operation, and Natalie Markivka and Samuel Holder, who are also from Urgency, and who will be facilitating the Q&A. Now, if you have any technical issues, please send them a message through the chat. And it's also important to note that the chat and the Q&A are two separate functions. So please do use the chat for technical questions and the Q&A for your questions for our presenters. And finally, if you're on social media, Twitter, Facebook, Instagram, please use hashtag access to land, hashtag Landstrat, and mention us in your tweets. In the chat, you will see the Twitter accounts that will be shared. Now, moving on, in today's webinar, we are lucky to have three great speakers with us. And together we will discuss how an agroecological transition can accelerate with the support of public policies at different levels, and how they interact with ongoing European policy frameworks around agriculture and foods. First, we have with us today Jacques Boruș Biclos Atila. He is a young peasant farmer from a Transylvanian village in Romania.
He's running a small family farm rooted in the principles of peasant agroecology. Currently, he is producing regional peasant varieties of plants and other fruits, and he is also looking into diversifying the farm by accessing land for the raising of animals. Besides holding a bachelor's degree in environmental engineering in agriculture and a master's degree in agroecological plant protection, he also gathered extensive knowledge in issues around Romanian rural development, farmland management, and the impact of the European Union Common Agricultural Policy, the CAP, over the Romanian rural society and landscape. Attila is a member of the Coordination Committee of Ecoruralis, a national peasants and agroecological food producers association, and he is also a coordination committee member in the European coordination Via Campesina ECVC. Through his expertise, Attila advocates for fair right to land for European peasant farmers. Benoît Biteau is also with us today. He comes from a line of farmers from the banks of the Sudre, in the heart of the prestigious Marais-Oléron Oster Basin and its remarkable wetlands. An agricultural engineer, agronomy is his cross-disciplinary skill, but he is also a specialist in genetics, ecology, and water management. After multiple professional experiences, he became a farmer at 40 years old on a very intensive agricultural structure, which is successfully converted to agroecology. He is currently a member of the European Parliament for the group of the Greens, European Free Alliance. Now last, but definitely not least, Guillaume Cros, member of Europe Écologie Les Verts, is vice president of the Regional Council of Occitanie in France and responsible in particular for European affairs and structural funds. As a Green member of the Committee of the Regions, Guillaume Cros has issued 2 opinions in 2017 and 2018 on the future of the Common Agricultural Policy after 2020. He is currently rapporteur for the Committee of Regions opinion on agroecology, which was adopted by a large majority in February 2021. Now, as I mentioned previously, our first speaker will present and unpack our new policy report, which is titled Roots of Resilience, Land Policy for an Agroecological Transition in Europe, which was developed as a part of a project on land strategies in Europe involving ECVC, IFOAM EU, Urgency, the Transnational Institute, Ecoruralis, the Real Farming Trust, and Terre de Liens. This project aims to support a broad civic movement that is mobilizing to preserve farmland and facilitate entry into farming of a new generation of agroecological farmers. This policy report is published by NELENI Europe and Central Asia Food Sovereignty Network. It aims to contribute to a wider policy debate on improving national and EU policy frameworks, which favor access to land for agroecology. This report is now freely available online in English and will be available next month in French, Spanish, and Romanian. So I strongly encourage you to check it out. And I also would like to introduce our network, NELENI ECA. It is the widest platform in the region that aims to achieve food sovereignty in the world by involving not only movements of peasants and other small-scale food producers, but also grassroots and civil society organizations, consumer organizations, and social and environmental justice movements. NELENI ECA strives to build common strategies to reorganize the way our society relates to food and agriculture. This is Landstrat Webinar Season 2, Episode 4. This is the last one of a series that was developed by the same consortium to help to share the valuable information, tools, and strategies we've gained in the course of our collective work. You can find full information as well as the recordings of all the webinars, including this one, on the website that you will see mentioned in the chat, accesstoland.eu. And now, without taking any more of your time, I want to move on to hearing from our panelists. Welcome, Attila Schucks, Benoît Biteau, and Guillaume Cros. Thank you so much for joining us today to share your experiences. We will start with Attila, so please, you have the floor to present our policy report and share with us its main issues and recommendations for agroecology and democratic land control can take root in Europe. You have the floor, Attila. Thank you, Delphine. I'm so glad to be here and welcome you all also from our consortium side.
I use the technology also to showcase a little bit from my village, well, at least the farmlands that are around it. So you can see in my virtual background. Hope that is appreciated. So let me start by saying that land issues have major social, environmental, and economic impacts across Europe. So as one of the key underlying factors in the wider agricultural debate, land policy is critical for understanding and shaping the future of European farming. In particular, if Europe is to implement the systematic changes of the European Green Deal and the Farm to Fork strategy. So access to and the use of land play a key role in employment and vitality of rural areas, also in food security and also at the health of our society, but also to adapt to climate change and to mitigate it, and also to benefit the health of our European soils and waters and ecosystems. So nevertheless, despite the evident synergies with the climate and social goals of the European Union, ensuring access to land for small-scale farming communities and other minority groups is often overlooked, as we all know. So crucial questions I want to put out, and they arise constantly, like who controls land? How is land used and how is land stewarded, and for whose benefits? Numerous complex and interconnected issues threaten access to sufficient farmland to earn a dignified livelihood in diverse regional contexts. For example, and this is coming from my home region, little has been done to crack on speculative land acquisitions from the EU and to stop the land concentration and land grabbing trend. Through my experience, for instance, as a farmer and land activist from Romania, I witness often how these multinational investment funds and large banks, often coming from the west of Europe, or other financial institutions, together with industrial farming enterprises, create this extreme land concentration, grab the land, sometimes using their sheer power, and many times circumventing national laws, only to speculate with the land's price. Also, in many Central and Eastern European countries, extreme land concentration coexists with this extreme land fragmentation, which we call this dualistic agricultural system, characterized by many smallholders and a few very large states controlling the majority of the land. This is the case also in my country, Romania, but also around in Eastern Europe. And government that engage into land reforms many times engage into nationalistic or populistic policy approaches to create policy outlines that enter into conflict ultimately with the European framework. Also, we have a generational problem, as generationally the aging population of farmers means that millions of hectares will change hands in the coming 2 decades. So what happens to that land? And when it reaches the market, it's key to intervene. The steps taken right now by policymakers will dictate whether the transitional period will fuel farmland concentration or and intensive farming, or enable the entry of a new generation of agroecological food producers. So it's high time to rediscover the roots of our resilience, as very well the report says, by grounding our land policy in collective action and democratic forms of land politics. So this is exactly what we are promoting together with the Nyelani Europe network that has been also mentioned by Delphine, that brings together the civil society organizations and peasants and fishers and other actors, NGOs and environmental and justice movements. And for us, land is not a mere commodity, but it's a common resource. It's a living territory and a natural landscape. It's very important to highlight this. We have a deep and abiding relationship to land, and this is based on the caretaking of this land and of its appreciation. And we hold land in trust for now, for us, and for future generations. So we name ourselves stewards of the land. And many times we find ourselves to also be the guardians of it. For many social movements, the struggle against land grabbing and land concentration is crucial and central. For instance, I just want to give a few examples, like Roșia Montană case from Romania, or the Somonte and the Marinaleda from Spain, or the Notre Dame de Landes and the A45 highway from France. These represent just a few initiatives where committed citizens root their collective action in the right of peoples to define their own food and agricultural systems. So we focus on restoring democratic control over a key aspect of our existence, which is how we feed ourselves. We value food producers, promote relocalization of food systems, and empower local actors. We also contribute to building knowledge and skills, and we work with nature. This is food sovereignty, and it is the common ground for all of our experiences. So
Through our struggles and collective initiatives, we highlight that a different set of land property relationships and a more diverse models of food production is needed for Europe. Through the policy report, we point out that authorities with local, national, and international competence shape land use, ownership, and management, and thus must support a future for diverse and sustainable agriculture in Europe. They must also contribute to improving the livelihoods of millions of small-scale food producers that practice agroecology. If you can go, please, to the next slide. We argue that policies need to sustain more ecologically regenerative models of food production. Our policy recommendations look to support increased access to land for agroecology through Europe to counter the increasing land concentration and land speculation, the instances of land grabbing and the acute decline in the number of farmers and smallholdings, a generational challenge in the terms of farm succession, the massive biodiversity loss, the huge crisis in soil fertility, and the devastating impacts of intensive livestock breeding and industrial agriculture. So if we go from an EU perspective, addressing land issues implies challenging the current status quo. The EU's approach to land is mostly technical, market-based, and strongly enshrines the property rights. It finds its origins in the fundamental freedoms of the EU treaties, and land is considered a commodity and thus falls under the rule of the free movement of the capital within the common market. European policymaking must support the development of a new framework for the European land governance to bring greater coherence and direction to land policy at European level. So if you go to the next slide, we outline already in the policy recommendations some European level policy focuses. And these kind of focuses could take form, for instance, in form of an EU land directive, which would elevate the best practices that exist in the member state level and drawing from expertise from the regional side, and to be informed and to take in consideration the FAO guidelines on the responsible governance of tenure of land, but also the United Nations Declaration on the Rights of Peasants and other people working in the rural area. Also, a very specific policy recommendation is that on an EU level, we could recommend the creation of a European Land Observatory. This could gather robust and harmonized and legitimate tenure data, so including on information of how land is used and how it's sold and what are the rental prices. But also we recommend the establishing of a high-level task force on permanent civil dialogue. That initiative could go between the DG Agri, the DG FISMA, but also representatives of peasant organizations and civil society organizations and other affected communities to provide independent and comprehensive assessment on the impact of land-related policies and to inform for future policymaking. Our policy report also proposes to embed a model of land stewardship, of food sovereignty, and agroecological farming within the European Green Deal and the Farm to Fork strategy. This might seem sometimes belated, but we still know that we can intervene and we can shape these policies and these strategies. So also another very important policy, which is the CAP. We consider that the basic payments must be redirected to give priority to small, medium-sized farms, as well as to young farmers and new entrants. We also highlight several other policy outlines and important recommendations regarding the CAP, but also the European Green Deal and the Farm to Fork strategy, which unfortunately, because I already know I'm running out of time, I cannot enumerate all of them, but I do invite you to read them in the report. But it's crucial to mention, nonetheless, overarchingly, that on a European and national level, we must commit to promote gender equality and balance in rural areas, and in the design and implementation of the development strategies of rural areas, of the programs and of the projects. This is strongly recommended to be kept in consideration. So just to further on, and if you can move to the next slide, we have also some policy proposals for the national level. And I just want to mention that here we can show best cases, for instance, in enacting redistributive land reforms. And the good example is also the Scottish Land Reform Act, but also to encourage the emergence of the healthy and equitable agrarian structures. For instance, in France, and of course the other speakers can confirm better than me, the law on the control of agrarian structures brings much needed oversight to these land transfers and land acquisitions. Also,
it's very important, and we realize, and I myself realize by looking into Western Europe, that it's very important to increase the protection for tenants. So we need to measure to increase the rights and protections enjoyed by these tenants, such as the rent controls or preemption rights, and the granting of long-term leases to provide tenure security, so that we can have, as tenants, also gain access to land. Also, we outline in the policy report several tax and fiscal policies that could support active farming and generational renewal. But also we recommend the prevention of anti-monopoly and financial disclosure regulations to prevent land concentration. We need these regulations so that by these we can curtail somehow, we can go over aggressive land accumulation strategies, and yeah, regulations should be adopted to the modern realities of global finance, which sometimes regulations are so obsolete that we need to readapt them to what we witness right now regarding land structures. Also to prevent land grabbing, and this is something very rooted, for instance, from my Eastern European reconnaissance, just say, a number of anti-corruption and anti-fraud measures are strongly needed and should be promulgated. And these should include close scrutiny with large-scale land deals, along with improved transparency, because we need to realize that the cap needs to be better distributed, and by this we can stop this unjust profiting and control over land. So if you go to the final slide, I would just like to mention that also on a local level, the policy report identifies very important policy recommendations, like instituting legal control mechanisms that seek to foster greater democratic land control at the local level, but also initiate processes of participatory land mapping, because this is something through which we can increase the transparency of land tenure systems from a local level. And also very important is the very good practice of setting up public land banks and community land trusts. This is also very important, and we have been promoting this to the Access to Land network also very heavily in the last years. Also engaging into inclusive spatial planning processes in order to manage competing land use claims. This could be very important also because to safeguard agricultural land from conversion, and also from taking agricultural land out from agricultural use. But also on a local level, it's very recommended to provide access to capital, to grants, to training and support services to smallholders and agroecological farmers. And last but not least, but also it's very important to work with local food policy councils and to create local food policy councils in order to increase the market channels for small organic and agroecological farmers. So these are just a couple of policy recommendations that I managed to put out. All the important ones and everything is important are all mentioned in the report. So if you can switch to the last slide, I really thank you for listening to me, and thank you for taking in consideration these policy recommendations. And I hope I managed to encapsulate in the presentation all these different proposals. I'm looking forward now to hear from decision makers and policy makers if and how this could be implemented in the near future. So thank you very much. Thank you so much, Attila. Thanks for sharing the main elements and the recommendations of our reports. Now I just wanted to let the audience know that I will continue in French to start a conversation with our other two speakers, Benoît Biteau and Guillaume Cros. So if you need interpretation, please change the channel. All right. Guillaume Cros, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le rapporteur de l'avis du Comité des régions sur l'agroécologie qui a été adopté le 5 février dernier. Et en ce sens, je voudrais vous demander de commenter les recommandations de notre rapport politique à la lumière de l'avis du comité et des propositions opérationnelles qui ont été votées. En particulier, il serait intéressant de se pencher sur la proposition d'une nouvelle directive sur les sols agricoles et de savoir comment vous voyez un lien entre l'agroécologie et l'accès à la terre et pour qui. Et également, concernant notre recommandation de créer un observatoire européen du foncier et la nécessité d'une plus grande transparence de la dynamique du marché foncier de l'Union européenne, y a-t-il quelque chose qui pourrait être approfondi au Parlement? Je vous remercie, Guillaume Cros, et je vous donne la parole.
il faut que je mette mon micro, c'est mieux. Donc, oui, merci pour cette introduction. Merci de m'avoir invité. Hein. Je suis très honoré hein, d'être aujourd'hui ici. Alors, c'est vrai que l'avis que nous avons donc rédigé, qui a été voté début février, a très clairement, enfin, suit deux avis que j'avais eu aussi la chance de rédiger sur les 2 dernières années sur la PAC. Et c'est vrai qu'on était sur des projets qui, je peux vous dire, étaient des projets qui pouvaient, que tout écologiste pouvait assez allègrement signer. Donc, et donc, c'est vrai qu'on a décidé de passer, de dire, il faut qu'on fasse un avis sur l'agroécologie, parce que très clairement, dans ces avis précédents, même si ce n'était pas la panacée, mais il y avait vraiment des choses intéressantes, on voyait qu'il y avait vraiment une nécessité d'une transition agronomique, sociale et territoriale de l'agriculture européenne vers vraiment une plus de durabilité, de résilience. Et ces rapports ayant été en plus validés à une assez large majorité, moi je pense qu'il y a vraiment euh, euh, il y a vraiment une volonté, je crois, où il y a des possibilités aujourd'hui. Les esprits évoluent, il y a des possibilités pour faire avancer les choses dans ce domaine-là. Alors, je suis un éternel optimiste, certains diront, mais je crois que je pense que c'est très positif. Hein. On a vraiment des avis, et l'avis agroécologique, je vous en donner quelques éléments, en essayant d'avoir une lecture par rapport à ce que je viens d'entendre là à l'instant. Vous verrez qu'effectivement, ça a été voté, y compris très largement au comité de région, qui est, en termes de représentation, équivalente au Parlement européen. Hein. Donc, c'est ce qui me fait dire qu'il y a des choses qui avancent. Et c'est vrai qu'il y a une des questions qui est de dire comment on peut faire avancer. Je pense que dans les esprits, ça avance, mais c'est vrai que ça dépend aussi de là où on est, et peut-être que les élus locaux que nous sommes voient bien qu'il y a vraiment cette nécessité à agir, parce qu'on voit sur nos territoires l'impact du changement climatique, l'impact de l'agribusiness, l'impact des pollutions, voilà, et le fait que la désagrégation sociale qui est aussi un petit peu en second rideau. Donc, voilà, donc je crois que c'est important hein, d'avoir en tête tout ça. Je veux remercier, parce qu'il est présent, et je sais que certains d'entre vous le connaissent, l'expert qui m'a accompagné sur ces 3 avis, hein, qui s'appelle Gérard Choplin. Je pense que certains le connaissent hein, pour sa précieuse implication dans l'élaboration de ces avis. Alors, c'est clair, hein, je ne vais pas partir dans une définition de l'agroécologie. Hein, je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, hein, mais c'est une réponse, dans tous les cas, pertinente aux défis auxquels nous nous faisons face. Hein. Elle utilise un maximum les écosystèmes comme facteurs de production. Elles maintiennent leur capacité de renouvellement. Elles diminuent l'empreinte carbone de l'agriculture et favorisent la reconquête de la biodiversité. Elle assure ou restaure la fertilité des sols, augmente aussi la résilience économique des exploitations, garantit une alimentation saine et locale et accessible. Que du bon, hein, que du positif. Hein. En favorisant aussi le tissu des petites et moyennes exploitations, elle est aussi un moteur puissant pour revitaliser nos territoires locaux. Et c'est là qu'on voit que la question des terres est extrêmement importante. Et le lien là entre agroécologie et question des terres se fait automatiquement. Alors, la réforme de la PAC en cours de négociation, je pense que certainement qu'on en parlera tout à l'heure, doit offrir hein, la possibilité aux États membres et à leurs régions, notamment au travers des écodispositifs et des mesures de développement rural, de soutenir l'agroécologie hein, par des instruments concrets. Dans la vie, on met un certain nombre de choses. Hein. On recommande aux États membres d'instaurer, dans le cadre des écodispositifs de la nouvelle politique agricole commune, des bonus-malus, j'y reviendrai tout à l'heure. On demande de mettre fin à l'élevage en cage, hein, et on propose de créer un label européen bien-être animal, et on recommande aussi un étiquetage clair et obligatoire du mode d'élevage. C'est important aussi pour l'agroécologie. On appelle la Commission européenne à proposer une nouvelle directive européenne sur les sols agricoles.
On demande une nouvelle législation européenne sur les semences libérées, l'utilisation et la commercialisation des semences paysannes. On souhaite aussi proposer à l'Union européenne de mettre en œuvre les recommandations, et ça va vous intéresser, du Parlement européen, donc dans son rapport d'initiative de 2017, justement sur la concentration des terres agricoles. On recommande aussi des mesures telles que la baisse de la TVA sur les produits bio, locaux et de saison, bon, voilà, etc., etc. Je ne vais pas tout vous dire. Donc, il est toutefois essentiel d'encadrer, et néanmoins essentiel d'encadrer la PAC et de fournir des outils aux États membres pour faciliter justement la mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs comme nous essayons de le proposer dans notre avis. Donc, au-delà de la PAC, la transition agroécologique suppose d'adapter d'autres politiques européennes, comme celle relative à l'eau, aux semences, à la politique alimentaire, à la politique commerciale extérieure, extrêmement importante, à la recherche, bien sûr, et bien évidemment au sol. Je voudrais aussi insister, même si nous l'évoquerons, je crois, plus tard, sur le rôle essentiel des autorités locales pour promouvoir le développement de l'agroécologie. Au-delà donc du soutien que doivent apporter les politiques européennes, c'est dans nos territoires ruraux, périurbains, urbains, que se jouent justement les réponses aux défis. Mettre en œuvre l'approche agroécologique et une alimentation plus locale et régionale ne se fera pas sans un accompagnement très actif des collectivités. D'ailleurs, un nombre croissant d'initiatives sont mises en place à l'échelon local et régional pour justement soutenir des systèmes alimentaires alternatifs et des chaînes alimentaires courtes. Pour revenir au foncier, la question de l'accès à la terre est essentielle pour le développement de l'agroécologie, qui se base sur un réseau de petites et de moyennes exploitations. L'Union européenne a besoin de visibilité, de transparence foncière, d'où la nécessité, vous allez voir, d'un observatoire européen que vous proposez. En effet, donc, en Europe, chaque État membre a sa politique foncière avec des grandes différences historiques et culturelles. Mais par contre, partout, la concentration des terres agricoles est favorisée par les aides PAC liées à la surface. Le comité de région demande donc un passage à des aides aux actifs, aux personnes travaillant sur l'exploitation, et ce passage pourrait bien sûr être progressif, par exemple lors des phases de transition. Mais la réforme de la PAC actuelle en est bien loin, malheureusement. Une directive foncière européenne, comme vous l'évoquez, basée sur des directives volontaires de la FAO, serait très utile, bien évidemment, pour orienter l'évolution du foncier agricole dans une perspective agroécologique et de souveraineté alimentaire. Et enfin, pour une gestion agroécologique des sols, afin d'enrayer l'artificialisation, la baisse de la teneur en substances organiques et d'arrêter leur érosion, nous avons besoin d'une directive sur les sols agricoles. Vous le savez, le projet précédent de cette directive avait été retiré par la Commission après des années d'opposition, entre autres du COPA. Donc, nous demandons à la Commission de formuler une nouvelle proposition de directive qui devrait cette fois obtenir l'aval des États membres s'ils sont cohérents avec les objectifs qui se sont fixés eux-mêmes dans le cadre de la stratégie Farm to Fork ou de biodiversité. Pour finir, donc, concernant la question du lien entre l'agroécologie et l'accès aux terres, l'agroécologie n'a pas seulement une dimension technique, agronomique, elle a aussi une dimension sociale et territoriale. Donc, si les grandes exploitations qui se sont beaucoup agrandies grâce aux aides non plafonnées de la PAC, sont un désert pour la diversité, elles sont aussi un désert social et où l'emploi et les services publics ont totalement disparu. L'agroécologie va donc de pair avec un tissu de petites et de moyennes exploitations, avec des cultures diversifiées et des parcelles de moyenne dimension. Les économies d'échelle liées au remplacement du travail par le pétrole et la chimie, ainsi qu'aux aides de la PAC, favorisant les grandes innovations, ne devraient pas être d'actualité, encore une fois, à l'heure de la stratégie européenne de la ferme à la table, ainsi que sur la biodiversité. Voilà, excusez-moi, j'ai peut-être été un petit peu long, mais j'ai essayé de répondre un petit peu à l'ensemble des questionnements que vous m'aviez posés. Merci. Merci beaucoup Guillaume Cros. Je crois que nos interprètes veulent intervenir. Je pense que nous avons tous parlé un petit peu vite pendant nos présentations.
Donc, juste à prendre en compte pour le reste du webinaire. Benoît, sais vas-y pas si- doucement. Il voudrait intervenir. C'est bon. Donc, avant de poursuivre avec notre prochain intervenant, Benoît Biteau, donc un message à tous les participants et participantes. Vous avez déjà commencé à nous envoyer vos questions aux panélistes. Continuez à le faire. Je vous invite à continuer par le biais du bouton questions-réponses qui est situé en bas de votre écran Zoom. Et je vais me tourner à présent vers Benoît Biteau, qui est député européen du groupe Les Verts, Alliance Libre Européenne. Benoît Biteau, merci d'être également avec nous aujourd'hui. Je voudrais vous demander de comparer les éléments clés et les recommandations de notre rapport avec ce qui se passe actuellement dans les négociations en cours et négociations finales également sur la réforme de la politique agricole commune, la PAC, et également la mettre en rapport avec les demandes de votre groupe de la réexaminer afin d'effectuer un changement dans une meilleure direction, en particulier conformément au pacte vert européen et à la stratégie de la ferme à la table qui a déjà été mentionnée par Guillaume. Donc merci Benoît Biteau et je vous donne la parole. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Il faut que je fasse attention parce que je ne suis pas un bon client pour les gens qui ne parlent pas vite. Mais je vais m'appliquer à essayer de ne pas mettre en difficulté les interprètes que je remercie au passage de nous accompagner dans des moments comme ça. Guillaume a été parfait, comme d'habitude, sur la présentation des enjeux. Et donc, moi, je vais peut-être focaliser mon attention sur effectivement le lien qu'on peut faire entre les éclairages que nous apportent des rapports comme celui qui vient d'être présenté et surtout les propositions qu'ils permettent de mettre sur la table et les traductions qu'on peut espérer dans le champ politique. Et c'est là où, malheureusement, je n'ai pas forcément des très, très bonnes nouvelles pour l'avenir de l'agriculture, pour les 7-8 prochaines années, avec la nouvelle PAC qui est actuellement en discussion, en trilogue, donc en discussion, en négociation entre la copie proposée par le Parlement européen, la copie proposée par le Conseil et la copie proposée par la Commission, qui en est l'auteur au départ et qui a été revisitée par les deux assemblées que sont le Parlement et le Conseil. Ce que dit votre rapport, en tout cas le diagnostic, l'état des lieux, il est partagé, y compris par ceux qui continuent de défendre la mauvaise PAC. Et c'est là où on a une forme d'incohérence, voire de schizophrénie, et je me tourne surtout vers les membres de la Direction générale de l'agriculture à la Commission, c'est-à-dire qu'on a des éléments, au-delà du rapport qui a été présenté cet après-midi, notamment de la Cour des comptes européenne, qui illustrent parfaitement les ressorts, les mécanismes que soutient cette PAC-là et qui amènent au constat désastreux que votre rapport ou que différents rapports peuvent conclure. Et donc, nous devrions nous appuyer sur ces conclusions-là, sur ces états des lieux, pour inverser la vapeur, pour changer les choses. Et votre rapport a en plus l'intérêt d'être force de proposition pour essayer de changer les choses. Et si je lis ça avec la discussion, puisque c'est de ça qu'il faut qu'on parle, de la PAC actuellement en trilogue, c'est que les enseignements des différents rapports ne sont pas intégrés. C'est-à-dire que les mécanismes qu'on connaît, qu'a décrit Guillaume, mais je vais les rappeler, d'aide par unité de surface, fait que plus on a d'hectares, plus on a d'aide. Et plus on a d'aide, plus on a le volume financier pour aller acheter des hectares qui font qu'on encourage l'agrandissement, on comprend bien le mécanisme que ça met en route. C'est ce que j'appelle, moi, le cannibalisme en agriculture. C'est-à-dire que les agriculteurs se bouffent entre eux parce qu'il y a ces volumes d'argent public derrière chaque hectare. Sur la problématique de l'installation, le mécanisme est encore plus pervers. C'est-à-dire que des agriculteurs ou des agriculteurs propriétaires de foncier qui arrivent à l'âge de la retraite ne lâchent pas le foncier justement parce qu'il y a cette rente d'argent public derrière chaque hectare qu'ils veulent conserver, qu'ils veulent continuer de capter et qui fait que plutôt que de vraiment partir à la retraite, confient leur foncier à des entreprises agricoles qui sont engagées dans les mêmes logiques d'agrandissement. C'est souvent les mêmes, d'ailleurs, les entrepreneurs, les gros entrepreneurs de travaux agricoles sont souvent des grosses structures agricoles qui, par la mécanisation, arrivent à produire sur de grandes surfaces
et Guillaume a eu raison encore une fois d'insister sur le lien entre ces agrandissements et l'agroécologie, parce que ces grandes surfaces, ces grandes structures, et le rapport de la Fondation de l'homme et de la nature récent l'illustre très bien, ce sont ces grosses structures qui mobilisent beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais de synthèse et qui sont donc aux antipodes de l'agroécologie. Et c'est là où ça devient schizophrène de la part de la Commission, c'est là où ça devient complètement incohérent de la part de la Commission, c'est-à-dire que cette même Commission qui porte le Green Deal, le pacte vert en français, qui porte la stratégie de la ferme à la fourchette, qui porte la stratégie pour la biodiversité, parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'elle est nécessaire pour atteindre des logiques agroécologiques, cette même commission continue d'activer via la PAC les mêmes mécanismes dont on connaît aujourd'hui les dérives et les limites. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, le groupe des Verts, et je revendique être à l'initiative de cette idée-là, nous avons déposé tout simplement un amendement de rejet de cette PAC-là pour envoyer un message fort à la Commission en disant on ne peut plus, au regard des défis qu'on doit relever pour le climat, pour la biodiversité, mais aussi pour le revenu des agriculteurs, pour le renouvellement des générations en agriculture, pour une vraie stratégie de l'installation, on ne peut pas remettre une pièce dans la machine pour les 7 prochaines années. Ça n'est pas possible. Donc, un amendement de rejet qui a été déposé par quand même un peu plus de 100 députés, ce qui n'est pas mince, qui a été voté par 166 députés et qui, à la fin du débat de la PAC, a permis un vote contre cette PAC de 212 eurodéputés, ce qui veut dire un tiers des députés qui se sont exprimés. C'est inédit. C'est-à-dire qu'enfin, ce sujet lié à la PAC est approché par les eurodéputés dans une approche globale où on comprend que la PAC, qui représente un tiers, plus d'un tiers même, du budget total de l'Union européenne, qui soutient une activité qui s'appelle l'agriculture et qui est déterminante pour réussir à avancer sur les enjeux de biodiversité, de climat, de santé, mais aussi de revenus des agriculteurs et d'installation, et donc d'accès au foncier, doit être un sujet qu'on porte non plus dans un débat confiné dans la sphère agricolo-agricole, mais dans un véritable débat de société. C'est ça l'enjeu. Et donc, pour conclure, ce genre de rapport nous aide à participer à cette prise de conscience, nous aide peut-être à faire avancer d'autres logiques autour du déploiement de la PAC. Nous allons avoir l'occasion de voter à nouveau une copie de la PAC stabilisée à l'issue du trilogue entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen. Au cours de cette seconde lecture, a fortiori avec une PAC qui va être affaiblie par rapport à la copie qui est sortie du Parlement européen lors de la première lecture, lors du premier vote, on va reconduire cette stratégie qui consiste à dire nous, on n'en veut pas. Et on n'en veut pas parce qu'il faut changer le cœur du réacteur. Guillaume l'a dit, il faut aujourd'hui distribuer des aides non plus par unité de surface, mais par actifs présents sur les structures, de manière à ce qu'on sorte de cette rente foncière derrière chaque hectare, qui participe à l'agrandissement, qui met en berne les politiques de l'installation, afin qu'on soit sur des vraies dynamiques à l'installation qui encouragent donc des professionnels à devenir agriculteurs et qui portent une vraie politique de l'emploi autour de l'agriculture qui sera favorable à l'accès au foncier pour l'installation et pour créer des emplois en agriculture. Donc, on va refaire la même manœuvre et vu l'état des négociations, moi, je suis, comme Guillaume, un optimiste maladif et je ne désespère pas qu'on fasse tomber cette PAC et qu'on utilise la période qui nous reste de transition, puisqu'on a une période de transition jusqu'en 2023, pour repartir d'une feuille blanche et mettre en conformité la PAC avec les éléments des diagnostics qu'on a sur la table aujourd'hui, et surtout avec les objectifs des deux stratégies du Green Deal, que sont la stratégie de la ferme à la fourchette et la stratégie pour la biodiversité. Ça s'appelle de la cohérence des politiques publiques. Et moi, je veux bosser dans mon mandat d'élu à ce que les politiques publiques soient cohérentes et surtout qu'elles servent l'intérêt supérieur des générations futures. Merci beaucoup Benoît Biteau pour toutes vos réflexions sur les différents enjeux. Effectivement, des politiques publiques cohérentes, c'est vraiment important.
et l'optimisme aussi. Être optimiste et ambitieux, je pense que c'est aussi ce qui nous porte pour avancer. Je vous remercie. Merci à tous les deux. Je rappelle à notre auditoire qu'ils ont toujours la possibilité de poser des questions à nos panélistes. Dans un instant, nous allons leur passer la parole, mais je voudrais en attendant vous poser d'autres questions à tous les deux. Donc, je vais commencer par Guillaume Cross. Donc, on a déjà commencé à en parler aussi, également dans l'intervention de Benoît Biteau. C'est une excellente chose de voir une proposition aussi riche et intéressante de la part du comité que ce qui a été reflété dans l'opinion du début, qui a été présentée au début du mois. Dans le passé, le Parlement européen a également été actif sur la question de la concentration et de l'accaparement des terres en Europe, par exemple avec son rapport INI en 2016 sur l'état des lieux de la concentration agricole dans l'Union européenne. Donc, effectivement, je voudrais savoir vraiment ce qui va se passer maintenant. L'équilibre des pouvoirs au sein des institutions européennes montre que la Commission et les États membres sont toujours ceux qui prennent les décisions finales. Donc, je voulais savoir ce qui était prévu également pour pouvoir convaincre ces acteurs et pour pouvoir avancer. Qui répond? C'est plutôt Benoît sur cette question-là, je ne sais pas. Ou est-ce que… Si Benoît préfère répondre, je laisse. Sinon, moi, ce que je peux peut-être vous dire, c'est ce que… Parce que là, c'est sur ce qui est prévu, tout ça, je pense que Benoît a plus de réponses que moi. Mais peut-être voir ce qui est… Moi, je me place toujours, alors c'est vrai que c'est peut-être, je suis membre du comité des régions, même si je suis un élu régional, et c'est vrai que c'est pas moi qui vais faire les lois européennes. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est possible de faire à chaque niveau et pour justement permettre que on garantisse réellement la sécurité et la souveraineté alimentaire ou des choses comme ça, oui, ça m'intéresse. C'est vrai qu'on le sait, hein, et ça a été dit, Benoît l'a dit à l'instant, extrêmement important d'intégrer dans la PAC le Green Deal. Question de cohérence. On a d'un côté une stratégie biodive et Farm to Fork qui permet vraiment d'avancer, mais à côté de ça, on a une PAC qui est complètement vidée de justement de ces aspects-là, voire même au contraire, qui peut avoir des effets contraires. Nous, ce qu'on souhaitait aussi, et au niveau européen, c'est quelque chose qui est possible, c'est de mettre en place les fameux étiquetages obligatoires sur le mode d'élevage. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vrai que c'est aussi extrêmement important. Sur les normes d'hygiène, on voit bien qu'il y a aussi, là aussi des choses à faire évoluer si on veut réellement développer une agriculture ou l'agroécologie, qu'on puisse évoluer aussi à ce niveau-là. Au niveau national, il y a des enjeux qui sont extrêmement forts, d'une part pour diriger les aides vers des pratiques agroécologiques dans les stratégies nationales, sachant que malheureusement, les freins qui sont mis ici, la PAC a été aussi vidée de son sens. C'est parce que les États ont tout fait pour que ça ne… Enfin, je ne sais pas si Benoît le confirmera, mais c'est parce que aussi les États ont quand même tout fait pour que ça n'arrive pas. Il y a, dans le chat, là, je vois qu'on dit la Commission est vendue au lobby. Ce n'est pas la Commission qui est vendue au lobby, c'est les États qui sont vendus au lobby. C'est les États qui, en France, par exemple, sont sous la coupe clairement, et ça Benoît le dit très bien, entre autres de la FNSEA qui verrouille tout. 80% des aides va à 20% des agriculteurs, et ces 20%, ce sont justement ceux dont on disait tout à l'heure, les plus riches, ceux qui ont les plus grandes surfaces et qui vampirisent complètement l'agriculture et les possibilités d'évoluer. Voilà, bon, on proposait nous aussi dans le rapport le fameux principe de bonus-malus, hein, vous savez, hein, un bonus pour une plus grande diversification des cultures financées, financées donc par un malus sur les engrais et les pesticides chimiques, par exemple. Voilà, et bien sûr à l'échelon régional, j'en ai parlé tout à l'heure et je finirai là-dessus pour pas être trop long, mais l'échelon régional est vraiment justement à mi-chemin entre les dynamiques, les réalités et les enjeux locaux d'une part, et les impulsions communautaires et nationales d'autre part. Ce qui constitue finalement un maillon essentiel où on peut justement arriver à nouer efficacement les enjeux territoriaux et les enjeux
autour justement de ce qu'il faut être en tant que, excusez-moi, je ne suis peut-être pas très clair, mais sur la performance économique et la performance environnementale. Et donc, on le voit, hein, il y a, au niveau régional, on a un nombre croissant d'expérimentations, d'initiatives pour soutenir justement des systèmes alimentaires alternatifs, des chaînes alimentaires courtes. On l'a vu, hein, de nombreuses localités sont engagées à prendre des mesures en faveur justement d'un système alimentaire résilient, d'une alimentation durable, en souscrivant donc à des engagements internationaux. Je citerai le pacte de politique alimentaire urbaine 2001, qui a été signé par des villes, ou la charte organique City Network Europe, par exemple. Voilà, donc je pense il n'y aura vraiment pas de transition vers l'agroécologie sans une implication forte des autorités locales et régionales. J'anticipe peut-être sur une question qui viendra après, mais vous ne me la poserez pas comme ça. Il faut donc, je crois, permettre aux régions de continuer justement à jouer le rôle, hein, dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de développement rural. Là, il y a un vrai enjeu, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la partie justement FEADER, entre autres, va remonter au niveau national. Alors bon, ça se discute, mais il n'empêche qu'il y a quand même du coup une perte une forme de perte de financement sur un certain nombre de choses au niveau local, et une recentralisation qui peut être dangereuse sur certaines choses. Il faut donc, je disais, permettre aux régions de continuer à jouer le rôle dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement rural. Dans notre avis, hein, sur la réforme de la PAC, le comité des régions demande que le rôle, je cite, hein, le rôle clé joué par les régions européennes dans la gestion et la mise en œuvre de la PAC soit maintenu et renforcé, en particulier donc pour le deuxième pilier, afin d'adapter le choix politique aux caractéristiques territoriales et sectorielles spécifiques. Si cette adaptation ne se fait pas, on va vers une PAC qui ne sera plus de PAC à un moment donné, et qui du coup, la seule politique réellement intégrée qui existe au niveau européen peut disparaître. Et là, je pense qu'on sera dans une grosse difficulté. Voilà. Excusez-moi si d'avoir peut-être été un peu long et un peu confus, mais vraiment, l'idée, je pense que les collectivités locales ont un rôle extrêmement important à jouer. Hein, c'est toujours pareil, hein, les deux piliers Europe-région, et sur les questions agricoles, je crois que c'est encore plus vrai. Exactement. Merci beaucoup, Guillaume Cros. Effectivement, tous les niveaux sont importants. Ça se joue à plusieurs niveaux. Et c'est vrai que ce qui va se passer au niveau local et municipal influencera le régional et l'européen, et réciproquement. Donc, c'était important d'avoir les interventions de vous deux, Benoît Biteau et Guillaume Cros, justement, pour parler à différentes échelles. Je vais poser une dernière question qui sera dirigée à vous, Benoît Biteau, et après ça, nous passerons aux questions qui ont été posées par le public. Nous avons beaucoup de questions dans le chat, donc je pense qu'on aura aussi une belle conversation qui suivra avec vous. Donc, Benoît, je voudrais vous poser une question qui est sur une tendance générale qu'on voit depuis plusieurs années, mais qui a été d'une certaine manière incrémentée avec la crise actuelle due à la pandémie de Covid-19, qui est une question qu'on pouvait inévitablement toucher. Donc, je voudrais parler de la tendance, de la demande des nouveaux entrants et entrantes pour accéder à la terre, en particulier pour produire de manière agroécologique, et en même temps la demande de nourriture, dont on a noté une certaine augmentation en cette période. Donc, je voudrais savoir comment on peut les soutenir au niveau régional, national et européen avec des politiques foncières, et en particulier, comment on peut soutenir les jeunes et les femmes. Voilà, je vous remercie. Benoît, vous avez la parole. Et merci. Effectivement, la crise sanitaire de la Covid a probablement exacerbé les menaces qu'on pouvait toucher du doigt, qu'on pouvait sentir autour de la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que on a réussi à tenir la sécurité alimentaire dans cette crise sanitaire parce qu'un maillon a été déterminant, c'est celui du transport. Mais sans le transport, on s'est vite rendu compte, et on a des évaluations qui continuent d'arriver, qui montrent qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion parfaite entre les zones où on consomme de la nourriture et les zones où on les produit.
et que malheureusement, et là la politique a joué un rôle important, et si on ne la change pas, elle continuera de jouer ce rôle-là, on oriente les aides publiques sur des logiques agricoles exportatrices. C'est-à-dire qu'on a des zones, et c'est là où le poids d'ailleurs des territoires comme les régions est déterminant. On a spécialisé des zones agricoles. Je peux prendre en France l'exemple de la Bretagne qui s'est spécialisée sur de l'élevage de volailles, de porcs ou de production de lait. Et puis des zones comme le nord de la France où on s'est concentré sur la production de céréales, par exemple. Et donc, ces logiques exportatrices amènent à des situations d'excès sur certaines productions et de déficit sur d'autres, qui, au-delà de cette dimension purement alimentaire, proposent aussi des situations désastreuses sur le plan de l'écologie. C'est-à-dire que la Bretagne est connue pour ses excédents structurels d'azote liés aux effluents d'élevage. À l'inverse, la zone céréalière du Nord est connue pour ses déficits structurels azotés qui nécessitent qu'on utilise de l'azote de synthèse. Donc, vous voyez bien l'incohérence, encore une fois, de la situation où on a des régions où on a des excédents d'azote, on ne sait pas quoi en faire, et des autres où on est en train de bâtir de l'azote avec du pétrole et donc amplifier encore le problème parce qu'on est en déficit structurel azoté récurrent pour produire des céréales. Donc, et tout ça dans des logiques exportatrices qui nous éloignent de la souveraineté alimentaire. Le taux de consommation moyen dans les grandes villes par rapport à un périmètre agricole de 100 km est de l'ordre de 2%. C'est-à-dire que 2% seulement des productions produites dans un périmètre de 100 km finissent dans les assiettes de la population de ce rayon de 100 km. C'est vous dire l'incohérence du système. Et donc là, encore une fois, on doit imaginer une PAC qui participe à la souveraineté alimentaire, qui fait qu'on sort de ces logiques de spécialisation, on sort de ces logiques exportatrices et on vise la souveraineté alimentaire au sens noble de sa définition, celle portée par la Via Campesina d'ailleurs, que moi je partage et que ce serait bien de remettre dans les liens, qu'on parle tous de la même chose quand on parle de souveraineté alimentaire, puisque y compris sur le vocabulaire, on a parlé de résilience, on a parlé de souveraineté alimentaire, on a parlé d'agroécologie, nos détracteurs, nos adversaires, ceux qui sont à l'origine de la déroute de l'agriculture, de la dérive des pratiques agricoles, commencent à utiliser du vocabulaire qui est le nôtre. Ils parlent même de paysans. Ces gens-là ne sont pas des paysans. D'ailleurs, le syndicat majoritaire en France s'appelle Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Donc, le vocabulaire est choisi. Et donc, on voit bien que tout ça va de pair. Moi, je suis un paysan et je revendique et je trouve ça noble. Et ne m'appelez surtout jamais exploitant parce que là, je commence à me fâcher. Voilà. Donc, vous voyez, tout part de là. Et les politiques publiques, malheureusement, continuent d'être bloquées dans ce logiciel du XXe siècle où on pense que le salut économique de l'agriculture, c'est cette grande économie de marché mondiale. Et la crise de la Covid, pour revenir à la question, a montré les limites de ce phénomène-là. Et on en voit encore en ce moment les conséquences avec la Chine qui est en train de reconstituer son stock de céréales, qui est très actif sur la Chine est très active sur le marché des céréales, et on voit les cours s'envoler. Et les premières victimes sont ceux qui ont choisi de l'élevage concentrationnaire, où les herbivores ne mangent plus d'herbe, mangent plutôt des céréales, qui voient s'envoler le coût de leur ration et qui fait que les agriculteurs sont en grave difficulté pour ensuite continuer d'exporter de la viande ou du lait. Ben, c'est l'effet papillon. C'est à partir du moment où il y a un déséquilibre à un endroit de la planète, tout le reste de la filière agricole s'enrhume, voire attrape la Covid sévère. Donc, c'est cette approche globale qui manque dans cette PAC, c'est sortir de ces croyances qui pensent que les agriculteurs s'en sortiront s'ils exportent. En plus, on nous ment, enfin, je vais être un peu dur, mais si je prends l'exemple français, on nous dit mais l'agriculture française est un fleuron de l'économie française parce qu'elle met dans la balance commerciale 6 ou 7 milliards d'euros par an positivement grâce à ses exportations. Bien sûr qu'elle exporte, mais elle exporte des céréales
et donc les surfaces mobilisées pour produire ces céréales ne produisent pas autre chose. Et donc, on est dépendant d'importation de protéines, par exemple. Et c'est tout le désastre également, et je vais élargir le débat, de ces accords de libre-échange comme le Mercosur, le CETA, le TAFTA, qui font qu'on importe massivement de la protéine végétale et animale, d'ailleurs, hein, puisque dans ces accords-là, il y a beaucoup de protéines animales. Et en vérité, quand on regarde la balance commerciale entre les exportations et les importations de ces denrées de base, le bilan, il est nul, il est équilibré. Ce qui fait qu'on met 6 ou 7 milliards d'euros dans la balance commerciale en positif, c'est les exportations de produits de luxe. Le cognac, le Bordeaux, le Bourgogne, blindés aux pesticides d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas ceux-là qui font de l'agroécologie, hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est ceux-là qu'on continue de soutenir. Et donc, c'est là où il faut qu'on revisite le sujet. Et la PAC est déterminante, c'est un levier important, y compris dans le rôle des collectivités comme les régions, qui peuvent avoir un rôle fondamental, mais qui doivent être accompagnés par les politiques publiques européennes, de manière à ce que les régions puissent avoir les moyens économiques d'inverser des tendances lourdes. C'est ce qu'on a tenté de faire en 2014 avec les régions devenues autorités de gestion. Il faut absolument prolonger ça. Ce n'est pas du tout ce qui est dans les tuyaux de la majorité des pays membres de l'Union européenne, qui sont dans des logiques recentralisatrices des politiques publiques agricoles, ce qui va être un désastre pour les sujets qu'on explore cet après-midi. Merci beaucoup Benoît Biteau pour cette vision très détaillée et très large. Je pense que c'est important aussi de prendre en compte, comme vous l'avez fait, les implications de la PAC et autres politiques à l'intérieur de l'Europe, mais également en dehors des frontières, ce que ça implique pour d'autres. Et également penser aux termes, les termes qui sont définis depuis la société civile, en particulier par la Via Campesina et Neleni, comment ils sont utilisés par nous-mêmes et voire même critiqués ou cooptés par d'autres acteurs. Je pense que vous avez vraiment aussi enrichi le débat. Donc, je vous remercie tous les deux, Guillaume Cross et Benoît Biteau. Nous allons maintenant nous tourner vers notre public pour partager les questions qui ont été posées. Donc, j'aimerais demander à Nathalie et Samuel, qui ont suivi les questions-réponses, de partager avec nous ces questions. Donc, ils vont vous les poser et nous allons avoir du temps pour une conversation avec vous. Merci Delphine et merci aux participants pour un débat vraiment intéressant. Nous avons beaucoup de questions et nous n'aurons malheureusement pas le temps de répondre à toutes, mais nous avons choisi quelques-unes. Donc, je les pose toutes les trois en même temps, Delphine? Et oui, ok. Alors, la première serait de nombreuses zones rurales en Espagne voient aujourd'hui des milliers d'hectares de terres agricoles et d'agroforesterie menacés par les macro-projets de centrales éoliennes et solaires. Et ce qui est promu par de grandes entreprises privées. Et comment cela peut-il être compatible avec la conservation de la biodiversité, l'utilisation démocratique des terres, la souveraineté alimentaire et le repeuplement? Et une deuxième question, comment faire de la terre agricole un enjeu européen alors que la politique foncière est du ressort de chaque État membre et pour des raisons historiques, culturelles, mais aussi de domination des grandes exploitations, est un sujet chaud, excusez-moi. Et puis une question qui est dirigée plutôt vers Attila. So I will say it in English. That's a question for Eco-Rurales. Is there still hope for changing the CAP? And how can Eco-Rurales influence the Romanian National Strategic Plan? And are there any plans for this at Eco-Rurales? Voilà, donc les trois questions. Je peux éventuellement dire juste un mot sur les deux premières, et je pense que ça sera précisé derrière, mais ces deux questions justifient justement la fameuse directive sol, je crois, que vous évoquez, que ce soit sur la question d'utilisation des terres pour d'autres choses que pour manger, ou que ce soit l'autre, c'était, j'ai oublié, oui, c'est le fait que le sol soit géré par des réglementations nationales, c'est justement la nécessité de pouvoir passer
à une gestion qui soit plus européenne et donc de pouvoir avoir cet échange-là sur une directive européenne sol qui définisse beaucoup plus clairement les choses, comme les directives eau l'ont fait, même s'il y a on a pu les critiquer, mais il y a quand même des choses qui nous ont été utiles dans la directive eau. Moi qui ne suis pas très loin de Sivens, pour ceux qui connaissent, je sais que Benoît y est allé plusieurs fois, la directive eau nous a quand même permis de faire avancer aussi des choses. Donc voilà, moi, je dirais que ça pour aller vite, hein, que ça justifie justement la directive sol. Ouais, moi, je vais prendre le relais parce que j'ai la même réponse que Guillaume, mais c'est sans surprise. Effectivement, les politiques foncières sont aujourd'hui des politiques nationales. C'est d'ailleurs une des difficultés et une des disparités aussi de la façon dont sont gérées les approches foncières au sein des 27 États membres. On n'a pas du tout les mêmes logiques. Et la seule réponse que puisse proposer une union comme l'Union européenne, c'est justement d'imaginer une directive cadre qui encadrerait, comme son nom l'indique, une vraie politique foncière à l'échelon du continent, avec des objectifs de préservation des sols et de leur fertilité, de la préservation de la fonction des sols et de leur usage de manière, et ça va m'amener sur la première question, de manière à ce que les terres agricoles soient vraiment dédiées à la production de denrées alimentaires et non pas que ces sols se retrouvent en concurrence, ou en tout cas que l'agriculture se retrouve dans l'usage de ces sols en concurrence avec des productions énergétiques, par exemple. Et donc, le seul moyen d'arriver à une politique cohérente à l'échelon du continent, c'est d'arriver à cette directive cadre qui serait, qui au-delà des sols, serait aussi une directive cadre qui pourrait imaginer, par le biais de l'usage des sols, conduire à une vraie politique communautaire de l'accès au foncier et de l'usage du foncier. Donc, moi, je pense que ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut remettre sur la table. Moi, ça fait partie des objectifs de ce mandat, qui est le mien. Moi, j'avais dit dès le début que si j'arrivais seulement à remettre en mouvement l'ébauche de cette directive cadre, on aurait déjà bien avancé dans cette mandature-là. Donc voilà, mais sur le sujet agricole, vous avez évoqué la production photovoltaïque ou éolienne qui viennent en concurrence de sol agricole. Je me permets malheureusement d'aggraver le constat, c'est qu'on a aussi de plus en plus, et là il n'y a pas besoin d'aller en Espagne, il faut aller en Allemagne, voire même en France, on a de plus en plus de terres agricoles qui sont consacrées à la production de cultures dédiées pour mettre dans les méthaniseurs. Et ça aussi, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on parlait de souveraineté alimentaire tout à l'heure, des enseignements que nous ont livrés la crise sanitaire du Covid. Et il faut absolument qu'on réfléchisse à la façon dont on oriente les productions agricoles. Si c'est pour les mettre dans des méthaniseurs qui ont certes l'intérêt de produire de l'énergie verte, mais qu'au bout du bout, on aura vidé la fertilité des sols parce qu'on exporte le carbone dans le méthane. Et le carbone, c'est un élément de fertilité fondamentale des sols. Donc, on ne ramène plus du carbone sur les sols. Et donc, à terme, on avance vers une stérilisation des sols avec ces logiques-là. Au-delà du fait que les sols ne sont plus utilisés pour de l'alimentation humaine. Donc, ça va être la double, la triple peine si on continue comme ça. Donc, cette directive cadre européenne, elle est déterminante. Et ça veut dire quoi? Parce qu'il faut parler de jargon européen. Ça veut dire quoi une directive cadre européenne? Ça veut dire qu'on est sur un vote massif de l'ensemble des États membres qui la valident. De mémoire, c'est au moins 3/4, mais je crois que c'est même 4/5 des États membres qui votent pour que ça puisse être une directive européenne, qui la votent, qui la valident. Et ça veut dire surtout, et c'est ça l'intérêt d'une directive cadre, c'est qu'elle s'impose aux réglementations nationales et que les éléments de la directive cadre doivent être déclinés dans la réglementation de chaque État membre. Et donc, je pense que la bonne avancée, c'est de travailler sur cette directive cadre. Moi, je pense que c'est l'élément fondateur qui va nous permettre d'avancer. Et puis, je me permets d'avancer sur la troisième question, même si elle n'était pas dirigée vers moi.
c'est pas que comment est-ce qu'on peut faire pour changer la PAC, enfin si, comment est-ce qu'on peut faire, en tout cas, il faut qu'on le fasse tous ensemble. C'est-à-dire que nous, les députés, on est un certain nombre à vouloir la changer et la changer tout de suite maintenant, parce qu'on considère que remettre la discussion à dans 7 ans, au moment de la discussion de la prochaine PAC, il sera déjà trop tard. Et donc, on a besoin de la pression de la société civile, on a besoin de la pression des ONG, telles que Via Campesina, qui est un partenaire remarquable hein, dans la pression que peut mettre cette ONG sur les décideurs au Parlement européen. Mais on va avoir besoin de vous là, à la fin de ce second semestre, au moment où on va avoir un vote en seconde lecture de la PAC. Et moi, je fais partie des gens qui veulent la changer, mais qui veulent changer le cœur du réacteur. Les aménagements à la marge, ça ne suffira pas si on veut relever les défis. Donc, on va avoir besoin de vous. Et lors du dépôt de l'amendement de rejet dont je suis à l'initiative au mois d'octobre dernier, on a vu le poids des ONG. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger le poids des ONG. Quand Greta Thunberg fait un tweet ravageur pour nous expliquer que l'agriculture est un enjeu central et que la PAC doit accompagner la transition agricole, c'est un tweet qui, pendant une semaine, a été le plus relayé en Belgique. Donc, c'est vous dire que vous avez un rôle à jouer et on a besoin de vous. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est élu et qu'on n'est plus concerné par une échéance électorale proche qu'on n'a plus besoin de vous. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, moi, je vous le dis, j'ai besoin de vous, nous avons besoin de vous pour changer la PAC. Tout seul, on n'y arrivera pas. Right, if I may add to, well, not much to add because very well was outlined already, but maybe just to address also the questions. So basically for the first question is, are these large mega projects compatible with food sovereignty? Of course not. This much more that we refer also in the policy report, and we outline this issue of the financialization of land and the artificialization of land, where the conversion of agricultural land to non-agricultural uses. So it's a huge problem. This is a huge problem. And we also link this to land grabbing. Many times land is being taken, fertile agricultural land is being taken out of the circuit of food production and put into energy development or infrastructure or any other lucrative businesses. And it's a huge pressure that we see from big companies into doing that also in Romania and in other countries like in Spain, as you were mentioning. So it's completely incompatible. Land should be agricultural and farmland should be used for food production, should be used in a sustainable manner that ensures that land is safe for future generations, not for this kind of momentary businesses that promise high returns, might those be energy businesses or speculations on land. So that would be my answer to that question. Like the second question regarding the reform of the CAP, we want to be also as small farmers, we want to be positive. We want to, but it's very hard because we see the debate in the parliament and we see the debate in the council and we see how national countries treat the CAP right now, and everything is becoming optional, everything is coming to the latitude of the state, and capping is optional, and redistributive payments are optional, and eco schemes are optional, and everything is watered down. So it's very hard to keep your optimism for real change when everything becomes at the latitude of the member states. And we know, for instance, from my case from Romania, that there's a huge pressure and also huge willingness from the governmental side to keep as it was, payments as they were, eco schemes as they were, very watered down and optional. So it's a huge problem, and this is indeed why we need to act together. And I resonate what Mr. Bitte was saying. We need to work together to maintain the pressure up at this moment, where still now the trilogues and the next processes are taking over. But we also need to be aware nationally as farmers not to leave down the guard, because these topics will not solve themselves. We need the pressure from the farmers' side to continue. So on the last question is what is my organization doing, for instance, in the involvement in the development of the new national strategies and plans. Well, as EcoRurales is part of the working groups with the ministry, and we try to always input with our rights-based approach and always bring up the 10-year guidelines and always bring up other international elements that could be
very well implemented in Romania. Romania is a signature of these instruments, so they should implement it. And we always bring up our perspectives. It's a large debate also because of the strong lobby from agro-industry and big companies in order to, again, sidewave the strategy plans into something that is very monocultural, very industrial, very unidirectional. And we want to maintain the landscape alive with peoples and communities on it. We are still millions of small peasant farmers in Romania. And this is something that it should be looked as a richness, not as a downside of the European policies. So we bet on our numbers, we bet on our knowledge, we bet on our pressure, but it's still a very hard fight. And I think both this fight has to continue on a national level with the strategic plan development, but also, as very well was said, on a European level, where now the dice are being rolled. So I hope I answered those questions. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you so much for answering those questions. We have a little bit more time, so we'll just look which other question we can ask. And we have a very interesting one here, which is a comment as well. So it's about, so it's very positive that we can embed land stewardship and food sovereignty into food and the food to fork and the Green Deal. But this could also be further strengthened by the aspect of solidarity economy, which is one of the 10 elements of agroecology of the FAO. And we can only embed these elements if there's a change to the economic model. And so what is the opinion of the speakers to this point? And can we work collectively to achieve this? And I'm gonna ask a second question as well. Sorry, I'm just trying to send this also to our interpreters. And I'll ask this one in French. Dans quelle mesure les plans stratégiques régionaux ou nationaux pour la PAC peuvent-ils remettre des mesures en place pour faciliter l'accès au foncier, limiter le cannibalisme entre paysans, voire l'investissement dans les terres agricoles par des non-agriculteurs? Et en dehors de mesures soutenant l'agroécologie, par exemple les primes et pour plus attribuées au maître, mais en fonction de du pourcentage à la surface ou aide au premier hectare renforcé. Sur quels autres points pouvons-nous faire la pression? Je vous laisse répondre. I'll let you answer those. Je peux me lancer sur le lien économie sociale et solidaire et Farm to Fork. Je ne suis pas sûr que ce soit complètement le bon outil, même si on peut essayer d'utiliser. Moi, je pense que le bon outil, il peut être par la PAC plutôt, et je l'ai expliqué en changeant le cœur du réacteur. Ça, c'est ce qui permettrait d'atteindre l'objectif qu'on poursuit. Après, même si dans cette PAC-là, tout n'est pas parfait, il faudra, si malheureusement elle est votée, qu'on ait créé des outils qui permettent d'avancer vers une économie plus sociale et plus solidaire. Et il y a un des 3 rapports de la PAC, puisque la PAC se divise en 3 rapports, les plans stratégiques, on en a un peu parlé, le règlement horizontal, qui est plus lié à ce qu'on appelle les régimes de contrôle de la façon dont est déployée la PAC, et le 3e, c'est l'organisation commune des marchés. Et l'organisation commune des marchés, son principal rôle, c'est justement de participer à la régulation des marchés. Et si on est ambitieux sur ce pilier-là de la PAC et l'organisation commune des marchés, si on a des vraies ambitions de régulation des marchés, plutôt que de continuer dans ces logiques tournées vers coûte que coûte des gros volumes exportés, on peut avancer vers une stratégie plus sociale et plus solidaire des activités agricoles. Donc, dans cette PAC-là, plus que dans la stratégie de la ferme à la fourchette, il y a encore des marges de manœuvre, même si, parce que j'ai bien compris que ma théorie du cannibalisme avait été reprise,
Si on veut vraiment lutter contre le cannibalisme en agriculture, il faut vraiment qu'on change le cœur du réacteur. C'est ce qui sera de loin le plus efficace. Ça n'empêche pas qu'il faudra toujours imaginer des outils de régulation du marché. On voit bien, on peut prendre l'exemple de la betterave. Depuis qu'on a explosé les quotas de betterave, eh bien, on est dans des fuites en avant avec la réhomologation des néonicotinoïdes, qui en vérité n'ont rien à voir avec des problèmes de pucerons, mais avec des problèmes de dérégulation du marché, qui fait que, je ne vais pas vous faire un cours d'agronomie, mais parce qu'on veut produire plus de betteraves, parce qu'il n'y a plus de régulation de marché, on utilise beaucoup plus d'azote, on crée des plantes beaucoup plus fragiles et sensibles à une invasion de pucerons, parce que c'est open bar. Et derrière, on a besoin d'insecticides pour lutter contre les pucerons. Et quand on utilise les insecticides pour lutter contre les pucerons, on a aussi tué les prédateurs du puceron. Enfin, c'est manichéen, c'est manichéen. D'un côté, il y a un cercle vicieux et de l'autre côté, un cercle vertueux. Donc, on a intérêt à travailler sur ces régulations de marché par le prisme de l'économie sociale et solidaire, mais aussi par le prisme de l'agroécologie. Et donc là, effectivement, c'est peut-être à ce moment-là où ça rejoint les objectifs de la stratégie de la ferme à la fourchette. Donc, il faut peut-être être malin, c'est-à-dire que utiliser une entrée agroécologique peut probablement nous conduire à une stratégie plus efficace sur l'économie sociale et solidaire. Et je ne me rappelle plus de la deuxième question, c'est pas très grave. Voilà. C'était sur la PAC, mais je n'ai pas noté assez loin pour me rappeler de quoi il s'agissait exactement. C'était pour savoir si il y avait d'autres mesures, mais ça, je crois que tu pourras éventuellement donner, d'après ce que j'ai compris, d'autres mesures que simplement le fait de revenir en arrière, enfin revenir en arrière, pas revenir en arrière, c'est qu'on passe des subventions à l'actif plutôt qu'à l'hectare. Et est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce qu'on sait que ça, c'est un levier fort. Hein, je crois qu'on est d'accord avec ça, y compris pour récupérer d'ailleurs de l'argent, hein, parce que de fait, ça coûtera moins et on pourra le mettre ailleurs. Quelques années, le groupe des Verts, je crois, avait fait une étude qui montrait que c'était en plafonnant assez drastiquement, je ne sais plus si tu as le chiffre en tête, Benoît, mais en plafonnant assez drastiquement, ça permettait de récupérer des masses d'argent qui pouvaient du coup être réinvesties dans d'autres choses, entre autres dans le développement de l'agroécologie. Et peut-être aussi, parce que tu l'as abordé, il y a aussi, je pense qu'on ne pourra changer la PAC que si, et là c'est vrai que c'est un gros morceau, en le disant après on se dit bon, peut-être qu'on n'est plus, c'est pas possible, je pense qu'il faut quand même le dire, que si on arrive à changer justement les règles de l'OMC. Alors tu l'as évoqué avec les différents accords, mais si on continue à être obligé d'importer certaines denrées, si on continue à exporter en Afrique nos surplus, ou pas que nos surplus d'ailleurs, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir évoluer. Donc là, il y a vraiment de gros enjeux aussi à ce niveau-là. If I may just answer for the second question, I think that's the one I caught regarding the national strategic plans and measures to facilitate access to land, and also what other ways to exert pressure. That's what I see the question in English translated. So I think that the national strategic plans have their limits, and their limits are enframed in the CAP. And the CAP is an instrument that it should support farmers, and is intervening also on its second pillar in order to support development of rural areas and farmers. And those should be geared towards developing a vibrant rural area, not a monocultural rural area. So that is one important aspect. So also in the report, in the policy report, we have recommendations on a local level and on a national level, what could be taken in consideration when developing also these national strategy plans, including taxation and so forward. But I think that it has their limits. So what else could we do is a lot of the Eastern European countries, at least, which I know are trying to change their land legislation. Might those be from different kind of stimulus, from populism and other stimulus, but we need to see that the change is needed. So we have the right and we should have the responsibility to enter and engage with our governments to show
what is the route that is acceptable and solidary to change these land laws. And this is beyond the scope of the strategy plans, but it's linked to them, because if now land laws stay the same, then we will not have a rural area to develop. So that would be a little bit of my answer regarding the strategy plans. Yeah. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu aux questions. Nous n'avons pas eu l'occasion de poser toutes les questions qui ont été communiquées par notre public, mais nous en avons posé certaines, donc je vous remercie pour vos réponses. Nous prendrons le temps également de répondre, de circuler ces questions aux personnes qui ont participé aujourd'hui. Je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré et qu'il sera disponible dans quelques jours sur le site web du Réseau européen d'accès à la terre pour que vous puissiez le revoir et le partager. Je vous invite donc à consulter notre site web, les différentes activités qui ont été réalisées et ainsi que notre rapport politique. Vous pouvez voir les liens qui s'affichent dans le chat. Une dernière chose, avant de vous remercier à tous et à toutes et avant de vous saluer, vous trouverez dans le chat également un lien vers un bref sondage afin que vous puissiez nous faire part de vos réflexions. Donc, merci d'avance de prendre 5 minutes pour y répondre. Donc, voilà, nous allons garder la réunion ouverte encore quelques minutes afin que vous ayez le temps de remplir le sondage avant de terminer la réunion. Merci beaucoup à nos invités. Merci à vous tous et toutes de vous être joints à nous et d'avoir participé aussi activement en posant de nombreuses questions à nos panélistes. Et encore une fois, un gros merci de notre part à tous et à toutes, aux interprètes bénévoles qui nous ont permis de nous comprendre et de renforcer les liens entre nous. Sans eux, ce ne serait pas possible d'arriver à un si grand public et de communiquer entre nous. Donc, on vous remercie. Merci également à toute l'équipe des partenaires pour leur grand soutien organisationnel. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci. Merci à vous tous de votre invitation. Merci beaucoup. Merci. Thanks a lot.